démontrer aujourd'hui là-dedans. Alors, le problème, Descola, il dit ce qu'il veut, hein, il a tout à fait le droit, on est encore en 2004. Le problème, c'est vraiment qu'il y a une machine de guerre euh, derrière, qui est à la fois médiatique, éditoriale, etc., et économique, qui a fait qu'il est devenu une espèce de doxa, il est devenu la religion de nos étudiants. Et moi qui enseigne dans plusieurs établissements, chaque année, les étudiants, et notamment les étudiants en écologie, c'est intéressant, ne connaissent qu'un seul auteur de sciences sociales, c'est Philippe Descola. Et il a raison. Il y a vraiment une religiosité de Descola. Donc, j'ai pas connu le maoïsme dans les années 60, mais ça, il a raison. Du le fondateur de la colonisation, de la révolution industrielle, du racisme, de tout ce que vous voulez, tous les mots. Enfin, je ne suis pas certain de tout ça. C'est un problème de micro. Donc, je ne sais pas si je suis là dans l'ordinateur. Est-ce que maintenant c'est mieux? Ah, peut-être que c'est mieux, oui. Est-ce qu'on m'entend bien maintenant? C'est mieux, oui, 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 c'est bon. Très bien. C'est bon. Je pas. N'importe quelle interview de Philippe Descola, vous entendrez ça, c'est son take-home message depuis 20 ans. La nature, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment le résumé de 25 ans de recherche. Et souvent par, voilà, lors de mes études sur le terrain, alors, il adore se présenter comme un homme de terrain. Bon, sachant qu'en fait, c'est vraiment un autochtone du 5e arrondissement de Paris, mais il a fait un terrain dans toute sa vie, mais alors il a vraiment rentabilisé. Donc, lors de mon étude de terrain chez les hachoirs, j'ai commencé à comprendre que ces notions de nature et de société n'avaient aucun sens. Donc, voilà, alors, renversement du regard, et en fait, on est vraiment en plein 18e siècle, hein, c'est le regard éloigné qui me permet de voir les préjugés de ma culture, très bien. Mais est-ce que parce qu'ils n'ont aucun sens chez les hachoirs, ça signifie qu'ils n'ont aucun sens? C'est un peu étonnant comme. Il va, il va avoir trois arguments pour dire que la nature existe. Le premier, plus étonnant, c'est la nature est. Il dit la nature, ça n'existe pas. La nature est un concept, une abstraction. D'ailleurs, les gens ne parlent pas de la nature, ils parlent des arbres, des loups, des animaux. Ils sont complètement hors de cette idée de la nature comme étant une sorte d'abstraction. Et ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle du nominalisme. Donc, c'est un courant de pensée médiéval qu'on pensait enterré depuis longtemps, qui consiste à dire Excusez-moi, il faut que j'intervienne. Excusez-moi, la nature, Frédéric, c'est pas on réel, n'entend quasiment rien. ne veut rien dire, il n'existe pas. Bon, le problème, c'est que ça vaut aussi pour l'animisme, ça vaut pour l'anthropologie, ça vaut pour la liberté, vous ne touchez jamais la liberté, ça vaut pour la vie, ça vaut pour l'humain. Pourquoi ça marcherait uniquement pour la nature? On ne sait pas. D'ailleurs, c'est vraiment, si vous allez autant chez Platon que chez Kant, on vous dit, bah oui, le concept, c'est quelque chose, on n'en fait jamais l'expérience concrète, on y a, on, il n'a pas, il n'est pas sûr qu'il ait une existence en dehors de nous, même si pour Platon et Kant, en fait, qui restent des réalistes, le concept a quand même une existence, même si elle n'est pas matérielle. Le premier argument assez étonnant qui vraiment mobilise l'idée rhétorique médiévale. Surtout On dans Bah, n'entend je, pas. vais, je vais mettre le. Ouais, ici. Et ici. Hop, prenons. C'est le but depuis le début, ouais, mais. Bah oui. Ils n'entendent pas du tout avec le micro. Donc, c'était vraiment proche, mais ils entendaient un peu mieux, il me semble. Là, tu peux le mettre après. Là c'est mieux. Je pense que là, je vais demander. On entend. Oui, mais c'est mieux. Qu'est-ce que c'est mieux? Oui, très confus, c'est normal, ça c'est. Parce que le son est bon.
Ouais, ça revient. Oui, c'est. Si on trouve un moyen de couper le son de la salle, moi, je peux mettre le son de mon ordinateur. Sinon, il faudra le faire peut-être depuis. C'est vraiment impossible là pour la salle de me suivre au micro comme ça. Enfin, pardon, pour la salle, pour la possible. Qu'est-ce qui a changé quand, Et peut-être on va neutraliser les enceintes de la salle. Et on neutraliser va la salle, ouais, utiliser, mais je sais et on va utiliser. C'est dommage pour les questions. Il faudra poser les questions ici. Oui, voilà, en fait, Mais c'est- la chose importante, de laisser une possibilité de. Ah, ouais, mais on ne sait pas comment les couper, les empreintes. Ah bon. Ah. C'est peut-être dans la. Il y a une loge là-bas. Aïe, aïe, aïe. Ah, ils ont dit que c'était. Ils ont dit qu'il y avait un mieux. Vous entendez maintenant? C'est mieux. C'est bien comme ça. Bien comme ça. Ah, bah, parfait. Bon, bah, voilà. C'est comme ça. Alors, bon, ce que je dis est écrit, hein, donc c'est normal. Le deuxième argument de Descola, c'est de dire que la nature n'est pas un universel. Ça, c'est l'argument qui va beaucoup plus utiliser. Euh, alors, avec cette formule dans Part de la nature et culture, la nature est un fétiche qui nous est propre. On voit un concept cher à Bruno Latour de fétiche. Il dit aussi dans le même livre, l'opposition nature-culture est dépourvue de sens pour tous les autres que les modernes. Alors, c'est étonnant parce que là, comme l'a rappelé Patrick Dupoil, physique et nomos en grec, ça marche assez bien. C'est d'ailleurs une opposition classique dans la philosophie grecque. Il affirme que l'idée de nature n'existe pas dans certaines langues, comme celle des hachoirs, donc est dépourvue de validité universelle. Il dit ça dans la composition des mots. Alors, c'est étonnant parce que moi, j'ai peur qu'il y ait un paquet de mots qui n'existent pas chez les hachoirs, en fait. Est-ce que ça veut dire que tous ces mots-là sont complètement illégitimes, ne veulent rien dire et qu'il faut s'en débarrasser? On va pouvoir réduire considérablement les dictionnaires. Donc, non seulement les hachoirs n'ont pas de terme pour désigner la nature, mais c'est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaises et chinoises. Ça fait 20 ans qu'ils le martèlent vraiment systématiquement. C'est assez facile à vérifier et c'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Et encore une fois, cet argument vaut tout aussi bien pour l'anthropologie, pour l'animisme, pour le féminisme ou pour le CO2. Parce que dans ses premiers ouvrages sur les hachoirs, il nous rappelle que les hachoirs, le féminisme, ils n'ont pas l'air de connaître. Parce que ça n'a aucune légitimité, que ça n'existe pas, qu'il faut s'en débarrasser. Ouais, moi, je veux bien, hein, mais ça va faire bizarre. Donc voilà le deuxième argument. Ensuite, troisième argument, alors, l'insulte préférée des hypocrinieux, la nature est un construit social. Alors ça, c'est très très mal. Donc, elle est un dispositif métaphysique. Donc là, on prend vraiment la charge la plus négative qu'il peut y avoir dans le vocabulaire de Michel Foucault. L'Occident, nous avons la distanciation des humains, un monde qui devrait être un domaine à explorer, donc on essaie de comprendre les lois. Donc c'est les Européens qui ont avant tout de dominer la nature. Alors, cette vision-là, on la pratique synthétise dans ce là. J'en profite pour rendre une image très pilier à Patrick Dupoil, que, comme on disait tout à l'heure, que j'ai beaucoup pilié pour cette présentation. Donc, la nature serait une invention de la modernité européenne qui a fleuri au XVIIe siècle sur le terreau de la révolution scientifique néo-cartésienne. Encore, est-ce que l'anthropologie et l'animisme ne sont pas des construits sociaux? En fait, pourquoi des scolas? C'est un paquet des construits sociaux. Aucun ne pose problème à des scolas à part celui de nature. Celui-là, il est vraiment très très mal, mais tout le reste, oui, c'est un construit social. Alors, si l'anthropologie, c'est pas une science, une invention de la modernité européenne florissant au XVIIIe sur le terreau de la révolution scientifique, je ne sais pas ce que c'est. De même que l'animisme, je ne suis pas sûr qu'aucun animiste se décrive lui-même comme animiste. J'utilise plein de termes qui sont eux. La catégorie anthropologique de l'animisme, qui par ailleurs est très très discutée, est un construit social. Ça n'a pas l'air d'être illégitime pour autant.
Voilà les trois principaux arguments qu'il utilise. Alors, et la nature est-elle bien ce que Descola lui fait dire? La nature se caractérise par l'absence de l'homme. C'est ça le grand dualisme trouvé par Descartes. Alors, pour pas trouver dans Descartes, vraiment sépare la nature et l'homme. Est-ce qu'on est sûr que c'est ça la définition de la nature? Il suffit d'ouvrir quelques dictionnaires, moi c'est ce que j'ai fait pendant ma thèse, on est sorti cet article, que signifie nature? J'ai trouvé 22 définitions différentes de la nature, extrêmement hétérogènes, facilement contradictoires. C'est sûr que c'est un concept qui est compliqué, et qu'il n'y a pas d'ailleurs une définition standard. Vraiment, ce que disent les scolaires. Ces 22 grandes définitions, on peut les résumer en 4 grands clusters vraiment irréductibles. Le premier serait l'ensemble de la réalité matérielle qui ne Vous résulte pouvez remettre le micro, s'il vous pas de la plaît? définition d'Escola, la nature comme opposée de l'homme. Il y aurait pour antonyme la culture, l'artifice, l'intentionnalité. Attention, ces trois oppositions ne sont pas les mêmes. Nature, artifice et nature, culture, ce n'est pas du tout la même opposition. Là, ça exclut l'homme, effectivement, c'est un concept esthétique. Par contre, c'est pas le deuxième serait l'ensemble de l'univers en tant qu'il est le lieu, la source et le résultat de tous les phénomènes matériels, dont l'homme. Là, c'est une définition de nature comme système totalisant la nature cosmos. Et c'est la définition qu'utilise Descartes. C'est la définition qu'utilise Kant. C'est la définition en fait qui est utilisée par l'essentiel de la philosophie du XVIIe siècle et de la première moitié du XVIIIe. Là, donc c'est la nature qui s'oppose au surnaturel, au métaphysique, et potentiellement à rien, parce qu'on ne croit pas au surnaturel. Et là, elle inclut complètement l'homme, puisque la nature, c'est tout. C'est celui qui a un état de nature. Troisième définition, c'est la nature, cette fois-ci, comme force. La force au principe soit de la vie chez les vitalistes, soit du changement de manière générale chez Aristote et d'autres. Et donc là, ce qui s'opposerait à la nature, c'est encore une fois, ça inclut l'homme. C'est la nature de produit de quelques milliards d'évolutions humaines. J'essaye d'ailleurs l'homme complètement, il comprend de la nature. C'est pas du tout d'autre sens. Quatrième définition de la nature comme essence, c'est-à-dire l'ensemble des propriétés physiques, qualité d'un objet, dans une masse. Et donc là, cette fois-ci, c'est une approche distributive, chacun a sa nature, quelle est la nature toute stable, etc. Aussi, plus complètement la nature. En fait, c'est là, Escola isole de manière très artificielle une définition extrêmement partielle. Et vous affirme que, alors d'une part, c'est Descartes qui l'a inventé, et d'autre part, elle est commune à toute la philosophie européenne. Voilà, donc il inclut ça dans le système du naturaliste. C'est vraiment ça qui fait que c'est un livre génial pour les hippocamieux, parce que c'est rare un livre de 1000 pages qu'on peut résumer par un schéma. Euh, et donc, c'est le fameux schéma des 4 grands schèmes de Descola, donc entre totémisme, animisme, naturalisme et analogisme. Et donc, alors, on voit tout à fait le but, hein, qui est de provincialiser l'Occident, comme dit Ramachon Bravois. C'est pas moi qui dis ça, en tout cas, voilà, de relativiser la position, la posture de la philosophie occidentale dans d'autres points de vue qui seraient sur la nature. Et ça, bon, c'est tout à fait légitime. Il n'est pas du tout le premier à le faire, parce que justement, tout le XVIIIe siècle et la question du regard éloigné du XVIIIe siècle fait ça aussi, mais là, il le fait au terme d'une synthèse de l'anthropologie de son époque. Et donc, le naturalisme, du coup, il n'a pas de légitimité en fait supérieure aux autres. C'est vraiment ça le but de Descola. Derrière, il y a évidemment un discours décolonial tout à fait légitime de dire que le point de vue occidental n'a pas une légitimité sur les autres et qu'ils procèdent tous de systèmes de juridiction qui sont différents et que voilà, l'objectif derrière est un décentrement de l'occidentalocentrisme, ce qui est tout à fait vertueux. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'il veut se débarrasser de la nature, mais donc là, il s'intéresse plutôt à la distinction entre l'âme et le corps, mais qui ne veut pas appeler l'âme et le corps parce que ça rappelle Descartes. Donc, il dit entre intériorité et physicalité. Je n'ai pas vraiment vu la différence. Mais ce qui est rigolo, c'est que physicalité, c'est quoi l'étymologie de physicalité? C'est la physis. Et ça veut dire quoi, la physis? Ça veut dire la nature. Donc, là, il chasse la nature par la porte, mais elle revient par la fenêtre immédiatement. Alors, je ne sais pas s'il s'est aperçu de ça, si quelqu'un lui a dit, mais ça devrait être le boulot de l'éditeur quand même, lui dire on se débarrasse de la nature et à la place, on institue la physicalité.
Bon, c'est quand même un petit peu étonnant, mais pourquoi? Alors surtout, comme j'ai dit, en fait, le vrai travail de Descola, le premier Descola suit l'anthropologue des achats, etc. C'est un travail sur l'âme et le corps. Tout son travail, et d'ailleurs les quatre schèmes, c'est sur la question de la répartition entre l'âme et le corps. Mais alors, que vient faire l'histoire de la question là-dedans? Que vient faire Descartes chez Rousseau? Alors, il y a eu là, je mets là, un colloque passionnant qu'il y a eu il y a pile un an à Aix-en-Provence, le Descartocène existe-t-il? Justement sur toutes ces accusations qui traînent dans les milieux écolos où Descartes serait le grand Satan, coupable de tous nos maux. Et effectivement, c'est vraiment quelque chose qui est repris actuellement par des scolaires de manière assez étonnante. Oui. Ce que j'entends par naturalisme, c'est la combinaison entre le caractère distinctif d'un esprit humain, pour parler en termes généraux, qui se stabilise au XVIIe siècle, et d'autre part la reconnaissance que les êtres humains, en dépit de cette singularité morale, ont une constitution physique pas fondamentalement différente des autres êtres organisés. Donc là, on comprend très bien ce qu'il veut dire. C'est la distinction entre l'âme et le corps, et avec un exceptionnalisme humain. Voilà, l'âme humaine aurait quelque chose de particulier. Mais c'est quelque chose qu'on trouve déjà dans la Bible. Descartes n'a absolument pas inventé ça. Alors, pour Descola, Descartes fonderait le régime d'une séparation entre un esprit plus ou moins immatériel et un monde physique et corporel objectif. Là aussi, d'où ça vient de Descartes? C'est au contraire le point de concorde entre le platonisme et le christianisme. C'est la raison même pour laquelle Platon nous est parvenu, parce que les chrétiens ont dit, tiens, lui, il est à peu près d'accord avec le christianisme, donc on va recopier ses textes, etc. Donc là, l'originalité de Descartes là-dedans est en fait assez faible. Donc, même la dissociation du physique et du mental ne serait pas possible hors de la mécanique cartésienne. Voilà, soit l'Inde est occidentale, que je suis seul en temps, l'Inde qui est le plus grand pays du monde, n'est jamais mentionné par les scolaires. Et en plus, en plein d'autres endroits, le naturalisme dit qu'il est typique des cosmologies occidentales depuis Platon et Aristote. Il faut savoir qu'il y a un va-et-vient permanent entre Descartes et alors, Platon et Aristote. Ça, on dit plusieurs enseignés ici, on dit toujours à nos étudiants, j'ai comme une phrase, c'est rarement d'accord, et notons. D'ailleurs, Aristote, le dualisme aristotélicien, il n'est pas du tout entre l'âme et le corps, il est entre la matière et la forme. Ça n'a rien à voir. Et en plus, la modernité, si on doit la définir, moi je me méfie beaucoup de ce concept, mais la modernité procède justement d'une remise en question d'Aristote. Donc là, on prend tous les pires ennemis du monde et en fait, ils seraient tous complètement d'accord. Il y a une espèce d'unanimisme occidental assez génial. Il ferait gagner beaucoup de temps quand on enseigne la philosophie. En fait, Descartes n'a fait que reprendre ce dualisme qui préexistait et il l'a reformulé, notamment pour faire de l'âme une entité purement spirituelle. Donc, il se débarrasse de l'âme comme principe vital chez Aristote, etc. La vie est entièrement un mécanisme. C'est ça que fait Aristote. Aristote ne fonde pas la distinction entre l'âme et le corps, qui est au cœur du christianisme. Donc, je vous renvoie notamment à des gens qui ont lu Descartes, comme Pierre Guénancia et surtout Denis Cambouchner. Descartes n'a pas dit, justement, il traite de pas mal de ces accusations qui sont faites, notamment dans les milieux écologiques. Dans le plus drôle, c'est que là, on a tout un travail donc sur l'âme et le corps, mais que vient faire la nature et la culture là-dedans? Parce qu'en fait, ce dualisme cartésien serait, d'après Descola, solidaire de celui entre nature et culture. Âme et corps, nature, culture, c'est pareil. Et à partir de là, toutes les grandes oppositions philosophiques procéderaient d'un seul et même dualisme, donc OM, PSG, tout ce que vous voulez. C'est à peu près la même chose. C'est le grand dualisme. Et évidemment, il faudrait rompre ce dualisme. Mais pourtant, on ne trouve aucune trace de cette question nature et culture chez aucun commentateur de Descartes, ni dans son héritage, chez Spinoza, Malebranche, Leibniz. La question de la nature et de la culture, elle émerge au XVIIIe siècle, dans un contexte radicalement différent, et chez des gens qui ne l'attribuent à aucun moment à Descartes. Et d'ailleurs, ils auraient du mal, parce que Denis Cambouchner, qui a quand même un petit peu lu son Descartes, nous affirme le mot de culture est absent du lexique de Descartes. Descartes n'a jamais, de toute sa vie, y compris dans les lettres les plus obscures, employé le mot culture. Mais il aurait quand même fondé un dualisme entre la nature et la culture. Donc je dis, il est vraiment très très fort, ce Descartes. Et point important chez Descola, c'est que le naturalisme, c'est mal. Alors là, c'est étonnant quand on relit Descola de voir la charge axiologique, la charge moralisatrice extraordinaire. Parce que moi, on m'a appris que l'anthropologie, c'était justement la suspension du jugement. L'anthropologue ne doit pas juger ce qu'il voit, ce qui est parfois très compliqué.
Et alors chez Descola, là, on juge en permanence. Le naturalisme, c'est très très mal. Donc, ça opère des ségrégations entre les humains honorés d'une intériorité et la masse générique des êtres de nature sans conscience ni libre arbitre. Une sorte d'apartheid. Alors, celle-là, il l'adore. Il la ressort à toutes les sauces. Apartheid dans le traitement des êtres du monde. Un régime d'apartheid. Donc, voilà, c'est le racisme. Position en surplomb des humains vis-à-vis de la nature qui autoriserait toutes les atrocités. Donc là, il y a vraiment un jugement. Le naturalisme, c'est mal, et les trois autres, bah, ça a l'air très bien. Et c'est le naturalisme qui ferait que les non-humains seraient de simples objets exploitables, rendant possible la destruction à grande échelle de la planète. Donc, le fait de distinguer l'humain du non-humain introduirait nécessairement une hiérarchie, et cette hiérarchie permettrait une domination absolument cruelle et destructrice. Et d'ailleurs, le naturalisme, c'est la même chose que la modernité et c'est la même chose que le capitalisme, dans un livre un peu plus récent. Il a mis très longtemps à parler de capitalisme, mais il le fait enfin. Où il dit donc on a un mode de composition du monde qu'on a diversement appelé selon les aspects du système qu'on peut mettre en évidence capitalisme industriel, révolution thermodynamique, technocène, modernité ou naturalisme. Donc là aussi, c'est quand même quelque chose, on dit à nos étudiants d'éviter de faire ce genre de grands sacs comme ça, on va mettre plein de mots qui ont vraiment pas beaucoup de rapport et dire que c'est tout la même chose. Donc là, eh bien, il fait ça joyeusement dans un article pour la revue Esprit de 2015. Donc voilà, la modernité qui est attribuée à Descartes serait la même chose que le capitalisme. Et d'ailleurs, ça remonterait un peu à Platon, etc. Donc là, on a vraiment affaire à ce qu'on appelle du confusionnisme. Et en tout cas, ce qui aboutit à cette idée que le naturalisme, en tout cas, est la source de toutes nos douleurs. Donc, Descartes, qui a inventé Aristote, il a inventé aussi le capitalisme, il a inventé sans doute le racisme, tout ce que vous voulez. Et c'est vraiment, et là je ne caricature pas en fait, vraiment dans ces derniers, il me semble, les interviews à la radio, on est à ce niveau-là. Et c'est vraiment des choses qu'on ne tolérerait pas vraiment chez nos étudiants comme manière comme ça de caricaturer les choses. Alors surtout, ce naturalisme, où et quand? Parce qu'il va utiliser de manière très interchangeable deux notions que sont modernité et Occident. Donc une notion historique et une notion géographique. Mais là aussi, c'est un peu la même chose. Et alors, c'est très flou. La modernité, il y aurait des premiers ferments dans la Grèce ancienne, puis on passerait de l'analogisme au naturalisme entre le 15e et le 17e siècle. Donc on apprend que l'Église médiévale est analogiste. Et par contre, la christianisation dans ce système-là n'a pas l'air, elle, d'être une vraie révolution ontologique, ce qui étonnera les historiens du christianisme. Dans les formes du visible, cette fois-ci, il reprend l'idée du XVe siècle, puis sous sa forme discursive, le naturalisme serait vraiment au XVIIe siècle, puis une forme achevée au XIXe. Il y a un reporter, il dit qu'on a une série de processus de décantation successive, de la rencontre de la philosophie grecque et de la transcendance des monothéismes, donc là, le christianisme apparaît cette fois-ci, et qui a pris sa forme définitive avec la révolution scientifique, et donc sans doute Descartes. C'est quand même assez flou tout ça. Et surtout, on a cette idée que Kant, Aristote, Jésus, Marx et Nietzsche, c'est un peu la même chose. Ils sont tous où est l'Occident? Moi, j'aimerais bien, on n'a jamais de carte chez les scolaires, j'aimerais savoir une carte de l'Occident. Manifestement, l'Albanie est coupable de tous nos crimes écologiques, mais pas la Chine. Alors, est-ce que la Russie, c'est l'Occident? J'aimerais savoir. Actuellement, on a quand même une Russie qui dit être en guerre contre l'Occident, qui n'a pas l'air spécialement moins naturaliste que l'Albanie, pour le coup. Voilà. Donc là aussi, parce que voilà une carte de l'Occident. Ce terme Occident, il désigne quelque chose de très, très précis, hein, c'est le partage de l'Empire romain en deux parties. On remarquera que la Libye est occidentale, mais pas l'Allemagne. Et pas la Grèce, surtout. La Grèce n'est pas occidentale. Donc, voilà, on se retrouve avec une grande rupture qui s'étale sur 2500 ans et une zone géographique qui est sans cesse rappelée, mais jamais définie. Qu'est-ce qu'est l'Occident? Bon. Donc, vous voyez que là, quasiment aucun philosophe n'est né en Occident, en fait. Hein. Aucun des Allemands, notamment, et aucun des Grecs. Et donc, là, en fait, ce qui se cache derrière, c'est une tentation de l'essentialisme. Et ça aussi, c'est vraiment quelque chose qui, qui devrait être, en fait, banni de l'anthropologie, mais dans laquelle il va se plonger avec bonheur. Et vraiment, à chaque paragraphe chez Descola, on trouve ces formules, la modernité occidentale, la pensée occidentale, l'épistémie occidentale, la tradition occidentale. Mais c'est qui, la tradition occidentale? C'est Aristote, c'est Jésus, c'est Descartes, c'est Nietzsche. Est-ce que c'est Rousseau ou est-ce que c'est Hobbes? Parce que voilà deux personnes qui sont vraiment pas d'accord. Moi, j'aimerais savoir lequel des deux est occidental et lequel des deux ne l'est pas. C'est que Rousseau n'est pas un Européen, c'est un Suisse. Mais bon. Et Hobbes n'est pas né en Occident selon la définition romaine de l'Occident. Depuis plusieurs siècles en Occident, la nature se caractérise par l'absence de l'homme
et l'homme par ce qu'il a pu surmonter de naturel en lui. Ça, c'est la leçon inaugurale au Collège de France. Mais en fait, c'est une définition qui vaut un peu pour Platon et surtout pour Freud. Mais pour tous les autres Grecs, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas pour Montaigne, pour Descartes, Spinoza, Hume, Rousseau, l'intégralité du romantisme. C'est la définition qui, en fait, il se bat en permanence contre un ennemi imaginaire qui ne. Alors, parfois, il le nomme et dit que c'est Descartes. Descartes, qui, rappelons, n'a jamais parlé de culture, mais sinon, voilà cette espèce d'épouvantail qu'il crée, mais qui n'attribue jamais. Et alors, à l'inverse, les peuples non occidentaux ou non modernes, eux aussi, sont complètement essentialisés. Ils n'ont pas d'histoire, il n'y a pas de dialectique intellectuelle. Tous les hachoirs sont d'accord depuis toujours. Et donc, l'unanimisme est universel et les ontologies sont des monolithes éternels. Ça, c'est aussi très, très embêtant quand même. Surtout quand on manipule des entités qui sont celles de milliards de personnes. En fait. Et donc, en faisant mine d'embrasser toute l'humanité dans son grand modèle, en fait, Descola, ce qu'il fait, c'est qu'il renvoie face à face les hachoirs qu'il a étudiés. Alors, ce qui est pratique parce que ça rend la chose absolument invérifiable. Il peut attribuer ce qu'il veut aux hachoirs, exactement comme Diderot attribuait ce qu'il voulait aux Tahitiens. Enfin, bon, les hachoirs, c'est entre 20 000 et 100 000 personnes en Amérique du Sud. Et qui va symétriser, pour prendre un terme cher à lui et Bruno Latour, avec Descartes dans un dualisme finalement extrêmement manichéen et caricatural. D'ailleurs, beaucoup d'anthropologues lui ont dit qu'en fait, son fameux tableau, les deux cases, totémisme et analogisme, n'existaient quasiment pas. Il les traite très peu, les exemples sont flous. En fait, vraiment, il renvoie dos à dos l'animisme et le naturalisme. Et on est vraiment sur un dualisme extrêmement fort. Donc, et qui revient à être un dualisme entre le bon sauvage et le moderne dégénéré. Mais à l'inverse, toutes les sociétés qui sont agricoles et urbaines, mais pas européennes, c'est-à-dire 70% de l'humanité, c'est pas rien, sont mystérieusement ignorées. Jamais vous trouvez mention du monde arabe chez Descola, l'Inde, la Chine, le monde Khmer. Alors, parfois, il les mentionne en passant, mais d'une manière extrêmement caricaturale, généralement sans biblio, ou même en mésattribuant de la bibliographie, notamment en faisant dire à Augustin Berg le contraire de ce qu'il dit, beaucoup depuis pas mal de décennies. Alors, on peut vérifier cet essentialisme. Est-ce que les Européens sont tous naturalistes et cartésiens? Alors là, il y a une expérience extraordinaire qui n'a pas été commentée, c'est que dans l'interview qu'il a donnée à un reporter avant l'interview, tu allais faire un micro-trottoir en demandant aux gens c'est quoi la nature pour vous? Et en fait, le résultat est extraordinaire, puisqu'aucun n'est naturaliste. Vous voyez, on a demandé aux gens c'est quoi la nature? La nature, elle est partout. La nature de l'homme, la spontanéité, tout est naturel. Voilà, ça c'est la définition pour coup de Descartes. Tout est naturel, l'homme y compris. Le deuxième, les grands espaces verts, les forêts, pour moi, c'est toute la nature. Les prés, les champs, les animaux. Un champ, c'est pour le travail des champs qu'on a inventé le mot culture. La culture, hein, c'est l'agriculture avant tout. Et encore une fois, l'homme est dedans. L'homme fait partie de la nature. Donc là, en fait, c'est assez génial parce que ces gens, un micro-trottoir, avec des gens qui, sans le savoir, sont en train de récuser, de réfuter complètement toute la philosophie, tout l'édifice philosophique de Descola. D'ailleurs, mystérieusement, il ne commente pas trop dans l'interview. On lui présente ça, et il dit oui, voyez, ils ne sont pas trop d'accord entre eux, hop, passe à autre chose. Mais c'est génial. Là, on a une réfutation complète de Descola à partir d'un simple micro-trottoir. Il y en a un seul qui est naturaliste, c'est l'avant-dernier. Tout ce qui fait partie de la création humaine, pour moi, ce n'est pas la nature. Ah, donc il y en a 1 sur 8 qui est d'accord avec Descola. Ça fait quand même pas beaucoup. Alors, ça fait un monolithe idéologique assez peu monolithique. Alors là, c'est un micro-trottoir. Il y a aussi des vraies analyses sociologiques qui sont faites. Je vous renvoie notamment à celui qui a été fait par Éric Potard, que j'ai eu l'honneur d'être co-auteur. Là, pour le coup, mené sur un échantillon représentatif de Français, avec une vraie approche démographique. Eh bien, spoiler, la plupart des Français n'ont pas lu Descartes et n'ont pas du tout la vision que Descola affirme être celle de l'Occident, la nature. C'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus flou aussi, hein, parce qu'évidemment, en fait, la plupart des gens ne sont pas philosophes et ils ont bien raison. Et donc, voilà, simplement, Descola affirme des choses qui ne vérifient pas et qui sont faciles à vérifier. Et dont on voit que c'est complètement faux. Vous voyez, c'est à la portée du premier micro-trottoir, en fait, de montrer que le naturalisme occidental n'a pas l'air si répandu que ça. Et encore moins chez les philosophes. Le problème, c'est que ce faisant, il crée aussi un exceptionnalisme occidental. Et ça, là, c'est beaucoup moins drôle et c'est beaucoup plus préoccupant. Culture et culture. Alors, l'Occident moderne, de tous ces peuples du présent et du passé, n'ont pas jugé nécessaire de procéder à une naturalisation du monde. Là, alors évidemment on sait que lui, il valorise ces peuples occidentaux pour mieux dire que l'Occident, c'est mal. Mais le raisonnement qu'il y a là, c'est exactement
le raisonnement en fait du suprématisme. C'est-à-dire, ah, il y a une particularité de l'Occident, une particularité ontologique, philosophique, comme vous voulez, l'Occident, les autres n'ont pas. Donc lui, il dit, cette particularité, elle est mauvaise. Soit, mais là, il reprend exactement, enfin, on est quasiment dans Oswald Spengler, en fait, sur la, la, la singularité occidentale. Alors, en plus, est-ce que c'est si vrai que ça? Est-ce que l'Occident se distingue particulièrement? Parce que ici, Merleau-Ponty disait, ce ne sont pas les découvertes scientifiques qui ont provoqué le changement de l'idée de nature, c'est le changement de l'idée de nature qui a permis ces découvertes. Merleau-Ponty l'affirme, mais est-ce qu'il a raison? Parce que, par exemple, la grande découverte de l'Occident, qui a permis toutes les autres, c'est le Nouveau Monde, c'est Christophe Colomb. Christophe Colomb, c'est pas un scientifique, et c'est encore moins un philosophe, au contraire. Alors que depuis Eratosthène, on savait très bien le périmètre de la Terre, Christophe Colomb a refait le calcul de manière complètement fantaisiste, et a dit, ah ben en fait, si vous allez plein ouest depuis le Portugal, en 2 semaines, vous êtes au Japon. C'était complètement faux. Et Aristote avait donné des calculs et ça. Il y a plein de calculs qui prédatent Christophe Colomb du périmètre de la Terre. Donc c'est à cause d'une erreur scientifique que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, qui a permis la colonisation et ce qui a permis du coup à l'Occident, à l'Europe, de refaire des empires puissants et de nouveau tenir tête aux grands empires, parce que finalement pour les grands empires coloniaux ne sont pas en Europe, mais sont en Asie centrale et en Asie tout court d'ailleurs, et avec notamment l'Empire ottoman. Et c'est l'Empire ottoman qui bloquait l'Europe depuis longtemps et qui là va permettre de rouvrir des routes commerciales, etc. Donc, et là on est en 1492, hein, on n'est pas à l'époque de Descartes. Donc, c'est pas du tout sûr que ce soit une révolution ontologique ou je ne sais quoi qui a permis les grandes découvertes. Simplement, c'est la sérendipité pure de la découverte de l'Amérique qui a permis d'enrichir considérablement les pays européens et de financer derrière de la science, etc. Donc, c'est un coup de bol historique, mais l'exceptionnalisme occidental, la supériorité ontologique de l'Occident, ou infériorité ontologique de ce là c'est quelque chose de très très dangereux en fait, parce que ça n'alimente pas les meilleures réflexions politiques. Et surtout, même quand on retourne, le racisme à l'envers, est-ce que c'est moins du racisme? C'est pas sûr. Et là, en fait, on tombe sur du primitivisme avec ce là. Par exemple, c'est une discussion qui a été prouvée par Patrick Duquet, la crainte de tomber dans l'illusion ethnocentriste est devenue telle de nos jours que nous avons désormais une tendance à revaloriser des modes de pensée qu'on appelle primitifs, au point de leur attribuer volontiers, dans bien des cas, une certaine supériorité sur ceux qui se sont imposés dans la société moderne. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il prend un ancien système justement colonial de supériorité culturelle, ontologique, et il le retourne. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on se débarrasse en fait de la hiérarchisation des cultures, etc. Je ne suis pas sûr. Le racisme à l'envers, c'est un moins du racisme. Et surtout, qu'est-ce qu'on a à la place comme modèle? On a ça, une espèce de déclinisme primitiviste, où il y aurait un état de nature animiste, qui est vraiment l'état de nature de Rousseau, où les hommes vivaient libres et heureux autant qu'ils pouvaient l'être, qui va se dégrader en cet état civilisé analogiste que serait, alors on ne sait pas si c'est les Grecs ou le christianisme médiéval, de toute façon c'est un peu pareil. Et puis à partir de là, la révolution scientifique, c'est le désenchantement du monde. Là, c'est vraiment la chute. C'est donc Descartes qui croque la pomme, hein, en quelque sorte, et qui nous fait tomber dans cet état de tristesse qui est l'état moderne, qui mène à la crise écologique, donc, qui est la preuve que cet état était d'ailleurs corrompu. Et donc, comment sortir de la crise écologique? Eh bien, par une réforme ontologique, revenir à un second état de nature animiste. C'est ça le seul, en fait, horizon politique et philosophique chez les scolaires. Euh, donc, ce n'est pas d'une originalité folle, et surtout, sur le plan politique, l'applicabilité de ce genre de choses est douteuse. Et surtout, Mohamed Méziane a bien commenté le fait que l'animisme faisait chez les scolaires l'objet d'une confiance excessive. Il faut rappeler qu'il s'agit initialement d'une lecture inventée par l'anthropologue acquérir ce qu'il qualifiait comme une religion primitive, constitue donc dans un dispositif colonial. Or, en valorisant l'animisme, la pensée contemporaine semble rejouer un fantasme du lointain, passant par l'importation de traditions étiquetées ainsi. L'Occident se parle donc à lui-même, d'autant que la grille de lecture par l'ontologie a aussi une histoire liée à la colonisation. C'est à travers ce partage que l'on peut saisir les virulentes saillies contre l'islam et les Arabes clôturant Triste Tropique de Lévi-Strauss. Son argument est déroutant. Lévi-Strauss justifie son dédain de l'islam en raison de la proximité qu'il lui attribue avec l'Occident, rejoint la pyramide évolutionniste, mais à l'envers.
et en distinguant la bonne culture indigène de la mauvaise religion monothéiste. Claude Lévi-Strauss recrée un mythe du bon sauvage. Et là, c'est vraiment le point sur lequel Descola est le plus l'élève de son maître, parce qu'il recode complètement ça, avec, vous voyez, l'idée que les monothéismes sont déjà un stade altéré, un stade inférieur à l'animisme. Et en fait, on est quasiment chez Hésiode. Hein. On a un âge d'or, un âge de bronze, un âge d'argent, et là, on est à l'âge du fer, et c'est terrible. Alors, quelle politique surtout peut se dégager d'un tel système? Alors, lisez les interviews de Descola quand tu me poses des questions politiques, c'est assez génial. Ça oscille en permanence entre quelque chose d'extrêmement radical et révolutionnaire et quelque chose d'absolument creux. Par exemple, inventer des formes alternatives d'habiter la Terre, des formes alternatives de s'organiser entre humains et d'entretenir des relations avec les non-humains. Là, on a à la fois une grande déclaration de révolution ontologique, waouh, la révolution cosmologique et tout, et en même temps, qu'est-ce qu'il dit fondamentalement? Inventer des formes alternatives. Ah, il faudrait faire autrement. C'est ça le seul propos politique dans cette phrase. Il faudrait faire autrement. Ah ben merci Philippe, on va transmettre ça à l'Élysée, on va faire autrement. C'est vrai, non, c'est vrai, ça peut plus durer, hein. Faut que ça cesse. Et alors il faut faire vivre cela en faisant un pas de côté. Ah, personne n'y avait pensé, un pas de côté. Mais alors, quel pas de côté? Par rapport aux contraintes politiques, légales et administratives d'un État moderne capitaliste ou libéral. Quoi? Un pas de côté par rapport aux contraintes légales et administratives? Donc là, on tombe dans un libertarisme à la Sorow. En fait, il faut moins d'État. Mais est-ce que c'est pas exactement ça l'adversaire de l'écologie? Parce que là, c'est une phrase. Là, vous ne trouverez jamais ça chez les écolos. Ça, c'est une phrase, c'est du Javier Milei, ça, dans le texte. Hein. Oh, il y a trop de lois, il y a trop d'administration, faut tronçonner tout ça. Moi, j'ai jamais entendu un écolo se plaindre du fait qu'il y avait trop de contraintes légales et administratives. Au contraire, c'est des gens qui cherchent à fabriquer du droit, qui sont contre l'appétit du capitalisme industriel, et dire, ben non, en fait, il faut encadrer tout ça. L'écologisme, dans ce qu'il a de moins révolutionnaire et de plus réformiste, c'est vraiment ça. On va créer des cadres légaux pour limiter l'appétit capitaliste. Donc là, c'est assez fascinant de lire, vous voyez, quasiment du Trump. Le problème de l'écologie, c'est qu'il y a trop de contraintes administratives. Bon, eh bien, faisons ça, on verra comment ça se passe. Et alors, l'autre chose aussi, c'est la fascination de Descola pour la ZAD. Il y allait quelques fois, il a trouvé ça génial. Mais alors, ce qui est fort, c'est qu'il a trouvé ça tellement génial, il dit, en fait, la ZAD, bah, ça me rappelle l'Amazonie, c'est un peu pareil. Mais il aurait pu faire des économies de billets d'avion pendant sa thèse. Alors oui, notamment sur le plan du féminisme, il faut vérifier que ce soit si proche que ça. Oui. Alors, et là, il a des textes passionnés pour la ZAD, cette attention à la cohabitation qui tranche complètement avec la foresterie industrielle, oui, on s'en doute, de même que les techniques de maraîchage tranchent avec l'agriculture industrielle. Et donc, c'est ça, sa grande révolution? L'écologie populaire telle qu'elle existe déjà, parce que ces gens-là, ils n'ont jamais lu Descola. Manifestement, ils n'ont pas eu besoin de lui pour inventer ça. Donc, en fait, on retombe sur finalement, les écolos, ils ont inventé sans le savoir ce second état de nature animiste qui s'inspire qui converge avec l'animisme amazonien. Finalement, tout va bien. Fallait-il vraiment renverser Descartes pour si peu? Allez lire aussi l'interview croisée qu'il a avec Jean-Luc Mélenchon, qui est assez génial. On voit que la vacuité politique totale de Descola. Les deux côtés, je ne sais pas, mais en tout cas, Mélenchon, il a un propos politique. Descola, il n'y a rien. Il n'y a rien, c'est vraiment mais il faudrait faire autrement, parce que vous comprenez, les Amazoniens, ok, mais les Amazoniens, enfin, est-ce qu'on doit construire des nouveaux EPR ou est-ce qu'on doit limiter le débit de bande passante de TikTok? C'est ça les questions écologiques de notre temps. Et c'est quoi l'avis des hachoirs sur ces questions-là? Je veux bien leur poser la question, il n'y a pas de problème, mais bon, je ne sais pas si ils ont toutes les solutions. Parce que voilà, les hachoirs, est-ce qu'ils sont les détenteurs d'une vérité écologique salvatrice qui pourrait nous inspirer? Une vertu écologique involontaire. Parce que bah oui, quand on n'a pas de pétrole, forcément, eh ben, on émet moins de CO2. C'est tout à fait vrai. C'est vrai des hachoirs, c'est vrai de plein d'autres gens. C'est vrai des pauvres. Ça a été montré par plein d'études sociologiques récentes d'ailleurs. Donc, en quoi les sociétés les moins concernées par ces questions écologiques, et dont Descola lui-même répète qu'il ne se pose pas la question, devraient-elles constituer un modèle à imiter? Parce que, c'est très bien ce qu'ils font les hachoirs, et j'espère qu'ils continuent comme ça. Effectivement, ils ont une empreinte écologique très faible. Mais qu'est-ce qu'ils ont à nous apprendre sur la politique énergétique américaine, sur comment sortir la Chine du charbon? Je ne sais pas. Et en plus, sont-ils seulement imitables, autant sur le plan ontologique que matériel? Sur le plan ontologique, Descola dit lui-même qu'on ne peut pas vraiment devenir
devenir des hachoirs, se mettre à la conversion ontologique. Alors, il varie beaucoup, mais des moments où il dit on ne peut pas faire une conversion ontologique. Donc bon, du coup, fausse piste. Et même sur le plan matériel, les hachoirs, j'ai dit, sont quelques dizaines de milliers sur un territoire qui est grand comme la Belgique. C'est facile d'avoir un impact, d'être chasseur-cueilleur dans ces conditions-là. Bon, chasseur-cueilleur ici à Lyon, très vite, il y a plus beaucoup de fraises des bois. Ce serait vite chasseur et on va beaucoup la différence entre humain et nature sur le plan alimentaire risque de s'étendre. Alors, il y a des applications de ça, alors, notamment à Lyon. Je ne sais pas si vous avez vu passer ça, c'est assez extraordinaire. Venu de la Sierra Nevada de Santa Maria en Colombie, le peuple Kogi a fait une expertise territoriale très sensible du parc de la Fessine à Villeurbanne afin de contribuer au plan de gestion du lieu. Donc là, ça, c'est vraiment de l'application d'Escola. On fait venir des pauvres gens du fin fond de la Colombie. Bon, est-ce qu'ils ont lu le plan local d'urbanisme? Est-ce qu'ils sont au courant de toutes les contraintes en fait des usages du lieu? Donc là, on est vraiment, vous voyez, dans de l'exposition coloniale à l'envers, en fait. On est dans de l'orientalisme. Ces gens-là venus de Colombie ont quelque chose à nous dire sur le parc de la Fessine. Bon, alors, ils ont sans doute plein de choses à dire, mais plein d'autres gens auraient plein de choses à dire. Enfin, mais quelle est dans quelle approche, euh, dans quel cadre se place leur discours, on ne sait pas. Donc là, on est vraiment dans la pensée magique. C'est des bons sauvages qui sont proches de la nature, donc eux, ils connaissent la nature, donc ils vont nous expliquer. Alors, c'est exactement pour cette raison que pendant les deux guerres mondiales, les Américains ont créé des bataillons de natifs, d'Amérindiens, qu'ils ont envoyés, et notamment jusqu'au Vietnam, en disant, ah ah, les Indiens, ils connaissent la nature, ça va être des super pisteurs, etc. Alors, mauvaise nouvelle, les Cheyennes, ils connaissent très bien l'Amérique du Nord, ils connaissent très mal le Vietnam. Et donc, et en plus, ces gens-là ont une immunité très faible, et donc ils sont vraiment tous morts. Alors, notamment parce qu'ils étaient envoyés au premier plan, il y a eu une mortalité terrible de ces vétérans. Vous voyez comment, en fait, le racisme bienveillant et l'essentialisme bienveillant, comme ça, peut avoir des vraies conséquences extrêmement tristes. Hein. Donc, non, ils n'ont pas des super pouvoirs, les Indiens. Ils ont une familiarité avec leur environnement, mais qui n'est pas une familiarité avec la nature en général. Et c'est là aussi d'ailleurs que du coup, on revient à une illusion de la nature en général. Alors, je vais terminer par mes fameuses vérifications. Le naturalisme existe-t-il? Maintenant, débattu, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? On va vérifier certaines déclarations de Philippe Descola. Alors, évidemment, tout ce qu'il dit sur les hachoirs, je ne peux pas le vérifier. Je n'ai pas le budget. Mais ce sera intéressant de les vérifier aussi d'ailleurs. Je n'ai pas les moyens de ça. Par contre, il y a des affirmations que j'ai les moyens de vérifier. Donc, c'est pour ça que je renomme cette séquence de l'influence de René Descartes sur la Chine antique, l'Inde brahmanique, la République romaine et la Mésopotamie archaïque, et le tout sans avoir jamais évoqué la question de la nature et de la culture. Il est très fort, Descartes. Donc voilà les affirmations d'Escola. Non seulement les hachoirs n'ont pas de terme pour désigner la nature, mais c'est un terme quasiment introuvable ailleurs que dans les langues européennes, y compris dans les grandes civilisations japonaises et chinoises. François Julien, avec une belle faute à son nom, ce qui montre la familiarité avec cette littérature, a enfin en effet montré qu'il n'existe pas d'équivalent exact à notre concept de nature d'inflexion chinoise, et Augustin Berg a fait de même pour la civilisation japonaise. De fait, l'idée de nature n'est exprimée que dans les langues européennes, dont le vocabulaire conceptuel s'est nourri du latin natura et du grec physis. C'est un intraduisible. Alors moi, j'ai montré cette phrase à Augustin Berg, qui a ouvert des yeux grands comme ça, qui me dit bah non, c'est pas du tout ce que je dis. Au contraire, Augustin Berg est dans une approche comparative où il souligne certaines convergences qu'il y a entre la question de la nature au Japon et en Grèce, mais aussi toutes les originalités qu'il y a au Japon, notamment du Japon par rapport à la Chine, etc. Mais jamais nulle part Augustin Berg a dit qu'il n'y avait pas. D'ailleurs, il a fait quand même un livre qui s'appelle les Japonais devant la nature. Alors, troisième, et alors là, c'est encore mieux, les notions d'artifice, d'artefact, de transformation technique ne me paraissent pas plus communes dans une société non moderne que l'idée de nature. Ça, c'est assez fort parce que la technique, ça existe chez la plupart des humains, hein, et même dans le genre homo de manière générale. Il n'est pas attendu homo sapiens pour que la technique existe. Donc, l'idée que ce mot n'existe qu'en Occident, c'est extrêmement audacieux comme affirmation. Alors, ouvrons ce beau livre allemand qui s'appelle Concept de nature, une perspective transculturelle sino-européenne, avec notamment un bel article de Christoph Harbsmeyer qui s'appelle Vers une histoire conceptuelle de certains concepts de nature dans la Chine classique, notamment Tse-ran, qui est la nature, et Tse-ran Zili. Voilà donc linguisme.
récuse déjà de base la question des scolaires. On entend souvent des questions comme le chinois a-t-il un concept de nature? C'est problématique. Il n'existe pas de notion claire de la physique grecque, ni de la natura latine, ni même de la nature anglaise. Un coup d'œil au célèbre lexique anglais ou à l'Oxford Latin Dictionary ou l'Oxford English Dictionary le confirmera rapidement. Ça, c'est assez marrant. Il retourne la question, mais Philippe, es-tu sûr que l'Europe a une définition de la nature? Parce que c'est pas si certain que ça, en fait. C'est vraiment un mot très difficile à traduire. Mais soit, ce ne sont donc pas les mots occidentaux individuels et la présence ou l'absence d'équivalents ailleurs qui devaient être discutés. Même en supposant qu'une notion suffisamment claire de la nature soit spécifiée, la question appropriée à poser serait plutôt la suivante. Quel type de distinction la langue chinoise a-t-elle opéré au cours de son histoire dans le champ scientifique général des modèles réguliers auxquels les choses sont fait conformer partout? D'ailleurs, là, il reprend la définition, qui n'est pas la définition naturaliste, mais la définition totalisante, hein, qui est celle vraiment là il cite quasiment Kant, en fait, et un peu Descartes. À l'intérieur de ce champ sémantique, on peut en effet comparer utilement les distinctions faites par différents peuples, par différents individus, en différents lieux et à différentes époques. Ah, parce que c'est pas si monolithique, hein. Même la Chine n'est pas si monolithique que ça. Il ne s'agira jamais de se demander simplement ont-ils ou n'ont-ils pas le concept X. Et donc, la réponse, alors, il y a plusieurs termes qui désignent, qui peuvent traduire la nature en Chine. Par exemple, les choses et les créatures qui constituent la nature sont Wanwu, les myriades de choses, les myriades de créatures. Moi, c'est un terme que j'aime bien, il y a vraiment l'idée de la biodiversité, hein, dans la myriade. Et donc, et le terme englobant pour la nature en tant qu'univers de toutes les choses serait Tiandi, le ciel et la terre. Et le paysage que ces choses peuvent former et dont on peut jouir en tant que nature serait Shanshui. Le paysage est traduit aussi par nature. Donc, qui s'ajoute donc au terme classique de Tsuran, qui est la traduction standard, comme je l'ai dit, de la nature, qui est en fait une idée de spontanéité. Ça veut dire soi-même ainsi. Ça se traduit très bien en anglais, c'est self-so. Euh, donc, c'est ce qui n'est pas voulu par l'homme. Ainsi, une action délibérée et naturelle s'oppose à Tsuran en termes chinois. Exemple, ils ne l'ont pas fait exprès, cela s'est produit naturellement. Donc là, on a vraiment exactement la distinction. Escola dit qu'elle n'existe nulle part ailleurs que dans la tête de René Descartes. Il ne l'a jamais employé, rappelons-le. Alors, il y a même un livre d'études que je trouvais dans la bibliographie, là, que je n'ai pas lu, un livre qui a l'air d'être un livre très très célèbre dans les études sinophones, qui s'appelle Loi de la nature et loi de l'homme en Chine et en Occident. Un livre des années 50, hein, donc c'est un contemporain, lui, de Lévi-Strauss. Donc, il suffit de faire un tout petit peu de biblio, en fait, pour se rendre compte que Descola affirme n'importe quoi, mais sans avoir fait l'effort de vérifier. Alors, ce autre concept de Tian, qui est vraiment un concept fondamental de la pensée chinoise, alors qu'on traduit très mal ciel, cosmos, les Anglais le traduisent par heaven, qui donne une espèce de connotation chrétienne. Il a pour antonyme reine, l'humain. Donc là, on a vraiment voilà, le contraire de l'humain. Ça se réfère à des modèles réguliers non imposés par l'homme, mais prévalant comme par un arrangement cosmique, à l'exclusion des mécanismes créés par l'initiative de l'homme. L'idée de l'artifice et de la nature, à peu près chez Aristote. Exemple, que les bœufs aient des sabots fendus et des chevaux aient des crinières et des sabots non fendus, c'est une question de Tian. Que le cheval est un mort et que l'on perce le nez du bœuf, c'est une question de reine. Je vous laisse traduire ça par les mots que vous voulez en français. Assez souvent, on trouvera des choses comme nature et culture, ou en tout cas toutes les fameuses oppositions soi-disant cartésiennes de Descola. On a même alors, des concepts plus glosés, par exemple le Ziran Zili, qui lui est le modèle d'autogénération, donc qui fait référence au schéma régulier de tous les processus d'autogénération. Là, on a vraiment la définition étymologique de la physis grecque. Donc vraiment, plein de ces questions qui se sont posées en Occident, notamment chez les Grecs antiques, eh bien, on y retrouve évidemment formulées différemment, pas par les mêmes personnes, pas aussi dominantes, etc., parce qu'il n'y a pas la même histoire. Mais on y retrouve quand même assez bien en Chine. Alors, conclusion, les Chinois sont-ils des bons sauvages ou des modernes dégénérés dans le schéma d'Escola? Je ne sais pas, il n'y répond pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des ouvrages d'histoire environnementale de la Chine et qui affirment que la Chine du XVIIIe siècle, à l'aube de l'ère moderne, était probablement plus dégradée sur le plan environnemental que l'Europe du Nord-Ouest à la même époque. Donc non, la crise écologique n'est pas un privilège blanc et la crise écologique n'a pas besoin de Descartes. Donc il n'est pas sûr que se débarrasser de Descartes soit la solution à la crise écologique. Là, je vous ai parlé de la Chine, mais ça marche pareil en Inde, où il y a ce concept très important dans la philosophie indienne qui est prakti. Désolé pour mes, je ne suis pas indophone évidemment, ni sinophone.
En tout cas, dans la plupart des langues indiennes indo-aryennes, donc l'hindi, mais aussi le bengali, le nepali et beaucoup d'autres, le mot utilisé est emprunté à l'ancien sanskrit, prakriti, composé du préfixe pra, qui est à peu près comme le grec pro. Donc, c'est que les langues indo-européennes ont des similitudes fortes, qui veut dire vert, et la racine verbale cre, qui est l'idée de création, hein, ou de faire, de fabrication, avec un suffixe abstrait, qui est le ti, et dont on nous dit que ça a le même sens que le suffixe grec dis, qui est celui de la fusis. Donc c'est génial, même étymologiquement, on a une convergence parfaite avec la fusis grecque. Donc le mot donne une idée de prolifération, construite sur des racines très similaires, de croissance, développement, d'un processus dynamique, presque une évolution. Heidegger disait l'épanouissement pour la fusis. La première mention se trouve dans des Upanishads, donc fixés entre le 5e et le 3e siècle avant Jésus-Christ. Donc on est à peu près à l'époque d'Aristote, et déjà avec un sens proche de nature. Puis dans l'influente Bhagavad Gita du 5e et 1er siècle. Et le mot est ensuite popularisé par des écoles de l'hindouisme, avec l'idée que c'est une matière première du monde, qui connaît des changements, qui font la diversité des choses, et qui s'oppose à Purusa, la conscience. Donc là on est chez Descartes. La matière, conscience. Le mot est ensuite répandu dans toutes les écoles spirituelles indiennes, induisant un dualisme entre un principe de conscience et un principe de nature. La réalisation de soi ne peut être atteinte qu'en se libérant de la nature, qui sinon conduit aux ténèbres de l'ignorance, pour se fondre dans la conscience. Donc on a vraiment une hiérarchie avec une position de surplomb. Donc là, on retrouve toutes les choses. Donc vous voyez, une influence vraiment manifeste de René Descartes sur la pensée indienne antique. Alors, je vais, pour ensuite du temps, je vais passer, mais voilà, je vous ai mis quelques exemples. Je ne sais pas s'il y a dans la salle des lecteurs du Kama Sutra. Vous y trouverez en tout cas un texte qui, en permanence, renvoie dos à dos la nature et la culture, en privilégiant systématiquement la culture. En vous disant d'ailleurs que vous voyez, les animaux ne connaissent que le rut, alors que faire l'amour, quand on fait l'amour, on embrasse l'infini, et ça, seule la culture, seuls les humains y ont accès. Ou un texte aussi assez intéressant, l'Arthasastra, qui est un traité politique et économique, qui vous donne ce genre de phrase: les forêts, les mines, les rivières et les animaux doivent être classés, protégés, puis mis à profit pour l'État. Typiquement le genre de phrase que des scolas, et beaucoup d'écolos d'ailleurs, vont reprocher à la modernité occidentale, etc. En fait, ça, c'est des choses qu'on trouve, et sans doute on trouverait pareil dans les empires aztèques, etc. Toutes les grandes civilisations agraires et urbaines vont produire ce genre de pensée-là. Ça n'a vraiment rien d'occidental, et pour le coup, les occidentaux ont été plutôt en retard par rapport à d'autres civilisations. Alors, parmi les autres textes prémodernes, j'en garde un petit dernier que j'aime beaucoup. Là, alors, toujours dans l'interview au reporter, Descola lâche le mot face à des gauchistes. Oui, c'est le capitalisme. Moi, j'appelle cela le naturalisme, parce que le capitalisme a besoin de ce soubassement que j'ai appelé le naturalisme, c'est-à-dire cette distinction nette entre les humains et les non-humains, la position en surplomb des humains vis-à-vis de la nature. Alors là, on peut parler de la nature comme une ressource à exploiter, comme un endroit animé par des phénomènes que l'on peut étudier, etc. Donc le capitalisme et le naturalisme et Descartes, c'est donc une seule et même chose. Et donc, influence extraordinaire de Descartes sur Cicéron, par exemple. Donc, dans De Natura Deorum, donc c'est dans le livre 2 qui est la tirade du stoïcien Balbus. Donc, comme c'est le stoïcien, Cicéron étant lui-même stoïcien, voilà, c'est un peu Cicéron qui parle aussi. Qui nous dit: la nature a fait de nous des êtres qui, au lieu d'être penchés vers le sol, ont une taille haute et droite, afin que nous puissions, en regardant le ciel, prendre connaissance des dieux. Les hommes ne sont pas sur la terre pour l'habiter comme si c'était leur demeure définitive, mais pour contempler de là, peut-on dire, le monde supraterrestre et divin, spectacle qui n'est offert à aucune autre espèce animale. Là, distinction nette et précise. Et nous avons su établir notre domination sur les quadrupèdes, qui nous servent de monture et de bêtes de trait. Nous tirons des profondeurs de la terre le fer dont nous avons besoin pour cultiver nos champs. Nous mettons à jour des filons de cuivre, d'argent, d'or que recèle le sol, et nous employons ces métaux à divers usages, dont la parure. En abattant les arbres des forêts ou ceux de nos vergers, nous procurons tout le bois nécessaire pour nous réchauffer, en allumant du feu pour cuire nos aliments. Longue énumération qui suit, comme Cicéron les aime bien. La science de la navigation nous permet, et ne permet qu'à nous, de nous soumettre ce que la nature a de plus violent, la mer et les vents. Et nous adoptons à notre usage pour en tirer pour en tirer profit beaucoup de ressources marines. Maritimis rebus, donc les choses. C'est Descartes qui a dit que la nature, c'était plus que des choses. Quant à la terre, elle est entièrement sous la domination de l'homme, avec toutes ses richesses. Donc là, on a vraiment il parle de l'anthropocène, en fait. Les plaines et les montagnes sont là pour notre jouissance.
Les rivières, les lacs sont à nous. C'est nous qui semons les blés, qui plantons les arbres, nous qui fertilisons les terres en les arrosant par des canaux, nous qui régularisons le cours des fleuves, les rectifions, les détournons. En un mot, nos mains tâchent de faire dans la nature, pour ainsi dire, une seconde nature. Et les philologues estiment qu'on a en fait dans ce texte la première mention, finalement, de cette dialectique natura cultura, et qui déjà, dès la première mention, vous voyez, a cette idée d'une seconde nature et d'un dépassement. Donc, Cicéron, c'est génial, pense par-delà nature et culture. Alors, donc, vous voyez qu'en fait, voilà, je suis pas quelqu'un de très cultivé, hein. J'ai fait vraiment un travail très très simple pour vérifier les affirmations de Descola. C'est pas compliqué de voir que eh bien, les affirmations reposent sur rien du tout. Et c'est repose même pas sur des arguments faux. Il n'argumente même pas, en fait. Il n'a pas il prononce, il dit, il édicte. Et en fait, qu'est-ce que Descola reprend à son compte? Quelle est sa vraie source, vu que c'est manifestement pas un travail bibliographique? C'est en fait un topos littéraire qui suit de l'arrachement à l'état de nature fusionnelle et à l'harmonie écologique, mais qui est un vieux topos littéraire, que lui, un peu comme Rousseau, mais au moins Rousseau le faisait avec un certain détachement, dont lui va affirmer une existence historique. C'est-à-dire en fait l'arrachement à la nature, historiquement, c'est Descartes qui fait ça. Et avant ça, nous vivions dans une fusion bien heureuse avec la nature, et depuis Descartes, nous avons été déconnectés, quelqu'un a arraché la prise, nous sommes déconnectés de la nature. Mais en fait, ça rejoint mais tous les mythes antiques ont cette idée que jadis, il y a bien longtemps, la vie était un festin. Et donc, c'est à la fois les descriptions du Jardin d'Éden dans la Genèse, c'est l'âge d'or d'Hésiode. Ils vivaient comme des dieux, le cœur libre de soucis à l'écart et à l'abri des peines et des misères. La vieillesse misérable ne pesait pas, on n'avait pas besoin de travailler, on mourait même pas vraiment. Tous les biens étaient à eux, le sol fécond produisait de lui-même une abondante et généreuse récolte. Donc là, on a vraiment une espèce d'anarcho-primitivisme, mais qui chez Hésiode, évidemment, est de l'ordre de la fable. C'est pas un récit historique, Hésiode. Mais on a exactement le même discours dont Descola va vous affirmer que lui, il est historique. Alors, sans doute par l'intermédiaire de Rousseau, mais Rousseau aussi vous dit, hein, dans son tant que les hommes se contentèrent de leur cabane rustique, ils vécurent libres, sains, bons et heureux, autant qu'ils pouvaient l'être par leur nature, et continuèrent à jouir entre eux de douceur d'un commerce indépendant. Mais Rousseau, juste après, vous dit, bon, ma fiction de l'état de nature, évidemment, ça marche pas comme ça. Il n'y a pas un gars qui un jour a dit, allez, inventons la propriété privée, vous allez voir, ça va être chouette. Euh, mais donc Rousseau lui-même dit que c'est une fiction, mais Descola vous fait exactement pareil avec Descartes. Mais chez lui, par contre, c'est pas de la fiction, c'est de l'histoire et de l'anthropologie. D'où le fait que on retrouve un croisement entre Descola et en fait ces vieux topos littéraires. Alors souvenez-vous de la sortie d'Avatar 2, où là tous les apôtres de Descola s'étaient répandus dans les médias avant même la sortie du film, donc sans l'avoir vu, pour dire à quel point c'était bien. Notamment Péric Pitrou, qui est directeur de recherche au CNRS et qui vous explique les aventures d'Avatar fournissent des matériaux pour l'anthropologie. Waouh! Ah bah c'est super, on n'a plus besoin de faire du terrain, on a juste à regarder des films Disney. Et donc, dans cet article lunaire, il vous dirait Avatar, c'est un chef-d'œuvre. Pourquoi? Parce que ça dit la même chose que Descola. Alors, est-ce que c'est une excellente nouvelle pour Disney ou est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle pour l'anthropologie française? Le fait qu'effectivement, notre penseur le plus médiatique dise à peu près la même chose que le dernier Disney, qui, je vous invite quand même à le voir, est quand même pas un grand film, et surtout sur le plan idéologique, politique et même ontologique, est plus que très gênant, parce que c'est quand même essentiellement une grande, un ode en fait au consumérisme américain. Parce que rappelez-vous que les fameux bons sauvages d'Avatar vivent grâce à une source d'énergie infinie. C'est quand même assez pratique quand on va vivre une sobriété heureuse. Et donc, vous voyez, c'est complètement lunaire en fait. Et la vraie inspiration, elle est là en fait. Il est là, Descola. Il est effectivement dans le récit américain de la fusion originelle, dans Henry David Thoreau et ces choses-là. Mais on est à des années-lumière de la philosophie de la nature et surtout de l'écologie. Et en fait, ça fait 4000 ans que l'homme se lamente de la perte de la fusion primordiale avec la nature. Le plus vieux texte de fiction qui nous a parvenu, c'est l'épopée de Gilgamesh, dans lequel on trouve ce personnage Enkidu qui est une espèce d'homme sauvage, ne connaissant ni concitoyen ni pays, accoutré à la sauvage, en compagnie des gazelles, il broutait. En compagnie de sa harde, il allait boire, il se régalait d'eau en compagnie des bêtes. Mais après avoir connu le plaisir charnel, là c'est une source d'inspiration forte de la jeunesse. Il se disposa à rejoindre sa harde, mais à la vue d'Enkidu, les gazelles s'enfuirent
et les bêtes sauvages s'écartèrent de lui. Mais en fait, là, ce que vous décrit les poupées de Gilgamesh, c'est pas un récit historique du passage de l'animalité à l'humanité, c'est juste un récit symbolique de la puberté et du passage de la fusion, de l'enfance, de la fusion avec maman vers l'âge du travail, ce que vous raconte tous les mythes. On n'est pas du tout sur un texte historique qui raconterait un arrachement à la nature auquel on pourra revenir. Et en fait, cette idée-là, vous la trouvez presque à l'identique chez Michel Houellebecq, dans un texte assez drôle qui s'appelle La Fête, de 91, l'époque où Houellebecq était encore un grand écrivain, qui vous dit le primitif a un sens de la fête très développé. Une bonne flambée de plantes hallucinogènes, trois tambourins et le tour est joué. Un rien l'amuse. À l'opposé, l'occidental n'a pas du tout le sens de la fête. Profondément conscient de lui-même, radicalement étranger aux autres, la mort, il est bien incapable d'accéder à une quelconque fusion. Cependant, il s'obstine. La perte de sa condition animale l'attriste, il en conçoit honte et dépit. Donc, là, alors, il y a un racisme qui, à l'époque, chez Houellebecq, était encore très ironique, mais qui rejoint complètement ce que vous dites là. On est sur le primitivisme. À l'époque, on était des bons sauvages, on était plus vertueux, on était plus écolo. Alors, la plupart des gens qui sont vraiment en immersion dans des tribus non modernes, c'est pas ce qu'ils vous disent. Je vous recommande le livre récemment sorti d'Anne Sylvie Malbranc qui vous dit ce que c'est que d'être une jeune femme euh, euh, comme ça en immersion dans des peuples comme ça. Ben, en fait, il y a rapport à la violence, aux femmes, etc. C'est quand même voilà, et je vais bientôt terminer. Je termine avec Pierre Hadot quand même parce que c'est un bel auteur qui vous dit en fait naturalisme contre orientalisme. En fait, c'est pas du tout l'orientalisme. Tout ce qu'on attribue là-dedans à l'Orient, c'est en fait une tradition extrêmement occidentale, qui est celle qui lui dit entre le prométhéisme et l'orphisme, qui sont deux tendances qui travaillent l'Occident, et là vraiment depuis la nuit des temps et depuis même l'Égypte. Où il dit si l'homme éprouve, donc il y a deux attitudes face à la nature. Si l'homme éprouve la nature comme une ennemie, hostile et jalouse, il lui résiste en cachant ses secrets. Il y aura alors opposition entre la nature et l'art humain, fondée sur la raison et la volonté humaine. L'homme cherchera par la technique à affirmer son pouvoir, sa domination, ses droits sur la nature. Si au contraire l'homme se considère comme partie de la nature, parce que l'art est déjà présent d'une manière immanente dans la nature, il n'y aura plus d'opposition entre la nature et l'art. L'art humain, surtout dans sa finalité esthétique, sera en quelque sorte le prolongement de la nature. Il n'y aura plus alors rapport de domination entre la nature et l'homme. L'occultation de la nature ne sera pas perçue comme une résistance qu'il faut vaincre, mais comme un mystère auquel l'homme peut être peu à peu initié. Et en fait, ça, c'est beaucoup plus fertile. En fait, toute l'opposition géographique de Descola entre un Occident extraterrestre et tout le reste de l'humanité étrangement unanime travaille peut-être toutes les sociétés humaines depuis la nuit des temps. Et ce qui fait aussi que la critique de la raison instrumentale et toute la pensée écologique n'est pas une nouvelle philosophie, une réflexion cosmologique, mais en fait le fruit d'un long courant de pensée qui est riche d'une tradition ancienne et d'une dialectique qui a cours en fait dans toute la pensée occidentale, mais aussi qu'on retrouve dans la pensée indienne, dans la pensée chinoise, etc. Par exemple, entre le taoïsme et le confucianisme. Et donc, la crise écologique est-elle de nature culturelle, voire ontologique? C'est un problème de dire ça parce que l'écologique touche certes à la culture, c'est qu'il serait la cause principale. Si on considère que la crise est de nature métaphysique, alors sa solution doit l'être aussi. Ce qu'il faut, c'est pas un parti politique, ce qu'il faut, c'est un nouveau Luther de l'écologie. Si la crise est essentiellement culturelle, c'est aussi qu'elle n'est pas technique et politique. Et donc la solution n'est pas à attendre de ces champs qui seraient trop superficiels. Donc c'est pour ça que Descola et tous ses suiveurs disqualifient toujours les questions techniques et les questions politiques. C'est très pratique. On est vraiment dans le spirituel pur. Mais donc, serions-nous plus écolos, spirituel pur, que je vous illustre en bas, hein, avec quatre exemples de tenants du spiritualisme, et qui sont quatre personnes qui, justement, récupèrent l'écologie au profit du spiritualisme en évacuant la politique, d'où le fait, vous voyez, d'où les conditions dans lesquelles ils sont photographiés ici. Mais serions-nous plus écolos si on était animistes? C'est ce que dit Descola. Prenons un peuple animiste que sont les Japonais. Ça, vraiment, le shintoïsme japonais, tout le monde dit que c'est le parangon de l'animisme. C'est un des peuples les moins écolos du monde, les Japonais. C'est un peuple qui ignore la notion de poubelle, qui a restauré la pêche à la baleine, qui a une empreinte carbone absolument effrayante. Les Japonais ne sont pas du tout écolos. Ils adorent la nature d'un point de vue religieux, mais en fait, ça ne rend pas les gens
écolo. Et là, en fait, c'est là qu'il y a une grosse différence entre le plan religieux et le plan matériel. Et c'est ça que ne voit pas du tout Descola. Il croit que si on rendait tout le monde amoureux de la nature, les gens seraient plus écolos. Eh bien non, ça ne marche pas. On voit bien au Japon que ça ne marche pas. Ça ne marche pas non plus en Inde. Il y a un article intéressant sur l'influence de la religion indienne sur la perception du risque. Et en fait, est-ce que réenchanter la nature rendrait les gens écolos? Non. Par exemple, sur le Gange est le fleuve le plus pur du monde d'un point de vue liturgique. Je vous déconseille de le boire. Un ministre indien a fait l'erreur récemment d'ailleurs, ça s'est très mal terminé. Et donc, cet article dit bien que le fait de considérer les ressources naturelles comme sacrées peut conduire à une perception moindre des risques environnementaux tels que la pollution. Donc non, l'ontologie n'est pas du tout une solution aux questions écologiques, parfois bien au contraire. Donc pour conclure, est-ce qu'avec des scolaires, on est par-delà ou en deçà de la nature? Alors, j'ai peut-être déjà répondu à la question. Le concept de nature pose plein de questions, ça c'est tout à fait vrai. Mais en fait, elles sont plutôt évacuées que traitées par des scolaires. Le naturalisme n'est pas une théorie, c'est un narratif que propose Descola et qui en fait recycle des thèmes très traditionnels de ce qu'est la nostalgie primitiviste et qui emprunte en fait plus au mythe et à la psychanalyse une pensée positive et de l'émancipation, pas du tout une pensée d'un retour à une fusion originelle. Et sous couvert très opportuniste d'écologie, parce que critique de la société industrielle, l'idée de pleurnicher le vivant, comme dit Frédéric Lordon, ce que Descola propose, c'est finalement un primitivisme très anti-scientifique. Alors, relisez vraiment chez Descola les charges complètement ubuesques contre la science, contre un scientisme, mais qui n'existe pas en fait, que seraient fait des biologistes, et donc auquel il oppose un primitivisme très naïf, qui s'appuie sur une histoire falsifiée pour promouvoir un improbable retour à des origines cosmologiques fantasmées, sans aucune perspective politique ou même intellectuelle tangible. On dit que Descola est un penseur de l'écologie. Prouvez-moi la pensée écologique de Descola. À part dire que c'est bien triste le réchauffement climatique et qu'à l'époque, nous étions quelques milliers de chasseurs-cueilleurs plutôt que des milliards d'urbains, eh ben, il n'y avait pas ce problème-là. C'est tout à fait vrai. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait toujours pas. Et donc, ce faisant, il se livre à une critique virulente de la raison scientifique en général, en tant qu'elle serait la même capitalisme industriel consumériste, qui n'est pas si sûr, au profit d'un réenchantement qui est d'ordre théologique. Et c'est là, en fait, qu'il se pose comme un prophète. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est perçu comme un prophète par beaucoup de ses lecteurs. Et que nos étudiants ont ce rapport à Descola qui est celui d'un prophète. Et certainement pas, en tout cas, de quelqu'un qui a un programme politique. Mais il y a un oubli majeur là-dedans, c'est par exemple la distinction entre science et technique, qui est fondamentale. Parce que si la technique est effectivement du côté du problème dans la crise écologique, la science est peut-être du côté de la solution. Et là, Discola met tout dans un grand sac et disqualifie la science. Mais sans science, bah, il n'y a plus de crise écologique, hein. Sans thermomètre, il n'y a plus de réchauffement. Donc, à l'inverse, il n'est pas certain que la promotion d'une écologie anti-scientifique rende vraiment service à l'écologisme. Au contraire, la posture anti-scientifique, c'est plutôt un péché originel d'une partie de la pensée écologique, et là, il fait que nourrir ça, et c'est vraiment pas lui rendre service. De même qu'il nourrit aussi dans la pensée décoloniale une espèce d'anti-occidentalisme qui, pareil, est extrêmement caricatural et ne rend pas service non plus. Et donc, en fait, en conclusion, ce que fait Descola, en instruisant le procès de Descartes, qui pourtant ne s'est jamais approché de ces questions-là, c'est en fait le projet de Galilée. Et ça, c'est intéressant parce que beaucoup de gens qui accusent Descartes de plein de choses, Descartes a mathématisé le monde. Non, qui a dit que le monde était écrit en langage mathématique? La phrase est souvent mésattribuée à Descartes. C'est Galilée. Et en fait, là, c'est vraiment le procès de Galilée qui se rejoue, mais à l'envers. Et je ne suis pas sûr que Descola soit du bon côté. Je vous remercie de votre attention.